Donc bonjour à tous. Donc le GLEM d'aujourd'hui va concerner donc le développement donc du dosage des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer. Donc avec les résultats donc d'une vérification donc qu'on a réalisée au LHUB. Donc je vais commencer par faire une petite introduction sur la maladie d'Alzheimer, si mon écran veut bien bouger. J'ai un petit souci. Voilà. Donc on va faire un petit rappel sur la maladie d'Alzheimer avec justement la description d'utilité des biomarqueurs. Ensuite, attendez, excusez-moi, je vais éteindre le mic de ma collègue. Voilà. Alors ensuite, je vous montrerai donc les résultats donc, de la vérification qu'on a réalisée donc, sur un automate de la firme Fujirebio avec les résultats. Et puis ensuite, nous viendrons à la conclusion et à la discussion éventuelle. Alors la maladie d'Alzheimer, comme vous le savez, donc c'est une maladie neurodégénérative donc, qui a été décrite pour la première fois par Alois Alzheimer en 1901. Donc il a vraiment fait la caractéristique, enfin il a vraiment décrit les caractéristiques cliniques d'une de ses patientes qui avait une cinquantaine d'années à l'époque et qui présentait vraiment des troubles de la mémoire à court terme. Alors cette patiente est décédée en 1906 et en 1906, Alois Alzheimer a décrit vraiment les caractéristiques neuropathologiques avec les dépôts assez caractéristiques donc, de plaques amyloïdes au niveau du cortex cérébral. Alors c'est la cause la plus fréquente de démence. Donc ici j'ai repris donc un petit tableau donc avec les causes les plus fréquentes de démence. Il s'agit d'une étude anglaise donc, qui a bien démontré que la maladie d'Alzheimer est la cause la plus fréquente. Alors, ce qui complique en fait le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, c'est que plusieurs causes à l'origine de la démence peuvent être présentes de manière simultanée. Dans la majorité des cas, les premières manifestations cliniques vont se déclarer après 65 ans. 99% des formes seront sporadiques et la prévalence augmente exponentiellement avec l'âge. Donc ici, j'ai repris quelques chiffres. En 2015, il était estimé qu'environ 47 millions d'individus dans le monde souffraient de cette pathologie. Et en 2050, donc suite à la croissance et au vieillissement de la population, eh bien, ce chiffre est estimé à plus de 130 millions de personnes. Alors, en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, donc je vous ai dit que 99% des cas vont être des formes sporadiques avec les premières manifestations cliniques qui vont apparaître après 65 ans. Alors, il va y avoir intervention de facteurs environnementaux et génétiques. Alors, au niveau des facteurs de risque qui ont le poids le plus important, on a l'âge. Hein, je vous ai dit, on a un doublement du risque de maladie d'Alzheimer tous les 5,3 ans. Le sexe féminin est également un facteur de risque. Le niveau éducationnel bas. Différentes pathologies comme les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Et enfin, on a en 2010 donc, une description de gènes de susceptibilité, notamment le gène qui code pour l'apolipoprotéine E. Donc cette apolipoprotéine E est exprimée dans les astrocytes. Et il a été démontré que l'allèle epsilon 4 pouvait être considéré comme un gène de susceptibilité, puisque les personnes donc, qui en sont porteuses à l'état hétérozygote ont un risque relatif de 2 à 3 fois augmenté donc, par rapport aux individus qui ne l'ont pas. Et si le gène est présent, enfin si ce variant est présent à l'état homozygote, à ce moment-là, le risque relatif est augmenté d'un facteur 12 à 15. Alors en fait, cette apolipoprotéine E modifiée pourrait altérer la clairance des peptides A-bêta 142 suite à un état pro-inflammatoire de la barrière hémato-méningée. Alors, 1% des maladies Alzheimer donc, vont être liées donc, à des mutations qui seront transmises selon un mode autosomique dominant avec une pénétrance de 100%.
Alors, ces mutations, comme vous le voyez, elles ont été déjà décrites il y a 30 ans, et vous voyez que les manifestations cliniques pour les formes finalement génétiques de la maladie d'Alzheimer seront beaucoup plus fréquentes, avec des médianes d'expression clinique situées entre 40 ans et 55 ans. Alors, en ce qui concerne donc les mutations, il y a 3 mutations qui ont été décrites. Donc, la plus fréquente, c'est la mutation du gène qui code pour la présénéline 1. En fait, la présénéline 1 et 2 donc, sont des gènes qui vont coder pour les sous-unités catalytiques du complexe de la gamma-sécrétase, qui va être à l'origine de la production des peptides bêta-amyloïdes. Et en ce qui concerne donc, les mutations de la protéine précurseur amyloïde, en fait, suite à cette mutation, on va pouvoir avoir une modulation de son clivage en faveur de la voie amyloïdogène. Alors, pour les manifestations cliniques, finalement, la chronologie de ces manifestations va vraiment dépendre de l'atteinte progressive des zones du cortex cérébral. Alors, la première zone qui va être atteinte, sont les lobes temporaux-médians, donc qui sont impliqués dans la mémoire à court terme. Donc, les premiers symptômes vont être justement un syndrome amnésique progressif de la mémoire à court terme. Ensuite, les lésions vont s'étendre donc à différentes zones, notamment au niveau du lobe frontal, donc qui est plutôt impliqué dans les émotions, donc avec l'apparition de changements d'humeur et de désorientation, et ensuite progression vers le lobe pariétal, qui lui est impliqué dans le langage, et c'est à ce moment-là que vont apparaître donc des difficultés de langage, difficultés de la reconnaissance des visages. Et donc le décès pourra survenir généralement quelques années après le diagnostic, entre 8 à 10 ans, et pourra survenir donc, suite à des pneumonies d'inhalation ou des infections d'ulcères le plus souvent. Alors, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, il va finalement nécessiter plusieurs outils. Tout d'abord, les critères cliniques, l'imagerie et enfin les biomarqueurs qui pourront être mesurés dans le liquide céphalorachidien. Donc la première chose pour faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer est de pouvoir identifier le syndrome démentiel. Alors ça va se faire sur base de critères cliniques et l'utilisation d'échelles bien standardisées qui vont permettre d'évaluer la présence ou la progression de la démence. Donc, dans les hôpitaux gériatriques avec lesquels on a l'habitude de travailler, par exemple le centre Erasme, ils utilisent le Minimal State Examination pour pouvoir identifier donc, cette démence. Alors, à côté de ça, on va avoir des tests neuropsychologiques plus longs qui vont être réalisés et qui permettront de mettre en évidence une altération des fonctions exécutives. Donc ça, c'est vraiment pour pouvoir proposer une aide à la famille et pouvoir mentionner si le patient est apte à continuer à vivre seul ou nécessite à l'inverse de l'aide. Alors pour le diagnostic, donc la deuxième phase, ce sera d'exclure toutes les autres causes qui peuvent être à l'origine de syndrome démentiel. Et donc pour ce faire, on va pouvoir mesurer des paramètres au niveau sanguin et dans le liquide céphalorachidien, de manière à pouvoir exclure les maladies infectieuses, inflammatoires et métaboliques. Donc les paramètres sanguins qui pourront être éventuellement dosés dans cette indication seront par exemple la CRP, la TSH, l'ionogramme, la fonction hépatique et également donc les folates et la vitamine B12. Et enfin, on a les techniques d'imagerie qui vont inclure plusieurs possibilités. Donc, on a la résonance magnétique classique, nucléaire, qui va permettre d'identifier l'atrophie du cortex cérébral, également la sclérose de l'hippocampe. Alors, on peut avoir des techniques d'imagerie fonctionnelle par administration de dérivés glucosés. Donc, ici, vous avez une image qui reprend finalement les différents cas, donc chez un individu normal et chez un individu
atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc en fait, les cellules neuronales nécessitent constamment du glucose, et dans la maladie d'Alzheimer, ce qui est assez caractéristique, ce sont ces zones vraiment d'hypométabolisme qui sont liées à la mort des neurones. Alors on pourra également réaliser donc, des imageries fonctionnelles avec des traceurs qui vont avoir une haute affinité pour la plaque amyloïde, mais donc ça n'est pas réalisé couramment. Alors le but de cette imagerie, c'est également de pouvoir exclure les autres syndromes démentiels qui pourraient être reliés à la présence d'hémorragie cérébrale, de tumeurs cérébrales, et les techniques d'imagerie vont également pouvoir mettre en évidence les zones d'ischémie que l'on pourra retrouver donc, chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Alors, il y a deux processus physiopathologiques majeurs qui vont expliquer le développement de la maladie d'Alzheimer et qui vont également expliquer l'intérêt des différents marqueurs que l'on va pouvoir mesurer au niveau du liquide céphalorachidien. Alors, le premier processus que je vais détailler dans les slides d'après, c'est la présence et la génération de plaques amyloïdes, qui sont en fait des dépôts extracellulaires de peptides A-bêta-amyloïde 1,42. Et le deuxième processus, eh bien là, on va avoir des dépôts à l'intérieur des neurones de protéines tau hyperphosphorylées qui va être à l'origine de la dégénérescence neurofibrillaire et de la mort neuronale. Alors ici, vous avez les différentes caractéristiques qui pourront être mises en évidence par des techniques d'imagerie avec l'apparition de zones d'ischémie, l'atrophie cérébrale, donc qui est assez caractéristique, on a une espèce de racrapotement du cortex cérébral avec une augmentation de l'espace entre le cortex et la boîte crânienne. Et vous pourrez également mettre en évidence des scléroses de l'hippocampe, qui est une structure qui est également impliquée dans l'acquisition de la mémoire à court terme. Alors ici, je vous ai représenté donc un graphique qui représente finalement donc l'amplitude des biomarqueurs en fonction des stades cliniques d'un malade qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Et donc, ce que vous pouvez voir et ce qui est assez intéressant, c'est que les dépôts du peptide A-bêta 1,42 vont vraiment précéder d'une dizaine d'années l'apparition des premières altérations cognitives. Et donc, le rôle des biomarqueurs, en fait, c'est vraiment de pouvoir identifier l'individu à un stade présymptomatique lorsqu'on pourra donner finalement et administrer des drogues actives pour limiter la perte irréversible neuronale. Et ces biomarqueurs, donc à côté de leur rôle diagnostique, bien sûr, permettent également d'évaluer l'efficacité de thérapies nouvelles. Alors, on pourra en discuter donc, au moment de la conclusion, mais malheureusement, à l'heure actuelle, donc, la drogue sur laquelle on avait mis beaucoup d'espoir, malheureusement, est tombée un peu à plat, mais donc on pourra en discuter par la suite. Alors, au niveau de la physiopathologie et donc le détail qui va finalement causer ces dépôts extraneuronaux assez caractéristiques du peptide A-bêta 1,42. Alors, chez un individu, on peut avoir donc la voie non amyloïdogène. Donc, en fait, ici, vous retrouvez donc la protéine précurseur du peptide amyloïde, qui est présente chez tous les individus, qui est une protéine transmembranaire qui est exprimée donc, au niveau des synapses et qui pourrait jouer un rôle dans les communications synaptiques. Et dans la voie non amyloïdogène, vous allez avoir activation d'une bêta et d'une alpha sécrétase pour donner naissance à des peptides amyloïdes qui seront solubles. Dans la voie amyloïdogène, qui va s'activer donc chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, eh bien, on va avoir activation toujours de la gamma-sécrétase, mais ce qui va poser problème, c'est l'activation de la gamma-sécrétase qui va être à l'origine de la génération du peptide 1,42, qui sera peu soluble et qui va pouvoir s'agréger et polymériser. Alors, les dépôts et ces plaques d'amyloïdes pourront être identifiés donc, en post-mortem, puisqu'ils vont donner une coloration positive donc, au rouge Congo. Et ce sont des plaques qui vont apparaître donc, de manière très précoce
même avant l'apparition des premières altérations cognitives. Et donc, suite à sa faible solubilité, ce peptide va pouvoir former des protéines fibrillaires donc qui vont finalement être à l'origine de ces plaques amyloïdes assez caractéristiques. Alors, les peptides A-bêta 1,42 et 1,40 pourront être mesurés simultanément dans le LCR. Donc, je vais vous montrer et vous expliquer l'utilité du dosage de ces deux peptides. Donc, à l'heure actuelle, les méthodes qui sont disponibles dans le commerce sont des techniques immunologiques en sandwich qui vont être basées sur un principe de détection ELISA ou par électrochimiluminescence. Alors, vous voyez que le peptide A-bêta 1,42 il va être plutôt diminué dans le LCR des patients atteints de la maladie d'Alzheimer suite au fait qu'il va précipiter pour générer ces plaques amyloïdes. Et donc, vous voyez que l'efficience diagnostique, malheureusement, est loin d'être parfaite, avec des sensibilités et spécificités qui sont de l'ordre de 80%. Alors, c'est un biomarqueur qui n'est pas très spécifique, puisqu'il a une spécificité de 80% et qui va pouvoir également diminuer dans différentes pathologies. On a la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la sclérose latérale amyotrophique, et on peut également avoir une diminution lors de méningites bactériennes, parce que dans ce dernier cas, en fait, les cellules infiltrantes pourraient finalement dégrader ces peptides 1,42. Alors, le peptide A-bêta 1,40 est absolument non discriminant, c'est-à-dire que les taux dans le LCR vont être identiques dans une population contrôle par rapport aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer, mais la détermination de ce peptide va avoir néanmoins un intérêt puisqu'il va permettre de calculer le rapport des deux peptides amyloïdes, 1,42 sur 1,40. Alors en fait, l'expression des résultats sous forme de rapport permet d'augmenter l'efficience diagnostique par rapport au dosage du peptide 1,42 mesuré isolément. Et ce rapport corrèle également mieux avec la quantité de dépôts extracellulaires de plaques amyloïdes. Alors ça, c'est le premier intérêt finalement, c'est vraiment l'élévation de l'efficience diagnostique. Et c'est également un rapport qui va avoir un intérêt préanalytique puisqu'il va permettre de contrôler les variables préanalytiques. Donc, je m'explique. Donc, en fait, le peptide 1,42 va diminuer dans le LCR des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Par contre, la 1,40 est tout à fait non discriminante, mais ces deux peptides se comportent de manière similaire, plus ou moins similaire au niveau préanalytique, à savoir que tous les deux présentent un risque d'absorption assez important donc sur les surfaces en verre et les tubes en plastique. Et donc, si vous avez un patient pour lequel on va mesurer les différents biomarqueurs et qu'il présente le peptide 1,42 qui est diminué avec un rapport normal, eh bien, ça pourra évoquer un problème préanalytique avec la réalisation et le prélèvement de LCR sur un tube non approprié. Alors, au niveau du deuxième processus physiopathologique, on va avoir l'intérêt de la détermination de la protéine tau et PTau. Donc, en fait, la protéine tau va jouer un rôle. La protéine tau va jouer un rôle dans l'assemblage et la stabilisation des microtubules, donc au niveau des axones. Donc, si on voit le schéma d'un neurone, eh bien, les microtubules pourraient être assimilés en fait à des petits rails sur lesquels les différents nutriments vont être acheminés au niveau des neurones. Alors, cette protéine tau va être codée par un gène qui va subir un épissage alternatif et qui va pouvoir donner naissance à diverses isoformes. Et en fait, dans la pathologie d'Alzheimer, donc suite à l'accumulation du peptide 1,42, on va avoir activation de kinases qui vont permettre une phosphorylation de cette protéine tau qui normalement stabilise les microtubules. Et suite à cette hyperphosphorylation, en fait, la protéine tau ne sera plus capable de stabiliser les microtubules. Et c'est finalement ces protéines tau
et taux hyperphosphorylés vont pouvoir s'agréger en paires de filaments qui seront à l'origine de la dégénérescence fibrillaire et qui vont induire la mort neuronale. Alors, de nouveau, ici, on a intérêt de la mesure simultanée de ces deux protéines dans le LCR. Donc, ça se fera également par des techniques immunologiques avec détection ELISA ou par électrochimiluminescence. Pour ce qui est du dosage de la protéine PETO, eh bien, on va pouvoir la mesurer spécifiquement en utilisant des anticorps qui vont reconnaître la zone qui sera phosphorylée, qui est la tréonine en position 181. Et chez les patients qui seront atteints de la maladie d'Alzheimer, en fait, cette protéine Tau et PETO vont voir leur concentration augmenter généralement d'un facteur 2, qui est lié finalement à cette mort neuronale avec libération dans les liquides céphalorachidien. Alors l'intérêt de ces deux protéines, c'est que leur concentration est vraiment bien corrélée avec la progression de la maladie d'Alzheimer et elle corrèle également bien avec l'intensité de l'altération cognitive, ce qui est très intéressant pour suivre finalement et pour pouvoir évoluer de nouvelles thérapies. Alors, vous voyez que, de nouveau, on est dans des sensibilités et spécificités qui sont loin d'être optimales, qui sont de 82 à 88%, et on note une élévation, donc finalement, de cette protéine Tau dans différentes pathologies, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la démence vasculaire, la démence à corps de Lewy, les traumatismes crâniens, puisque devant toute mort neuronale, eh bien, cette protéine Tau va pouvoir s'élever. Il faut également retenir que la protéine hyperphosphorylée est plus spécifique généralement de la maladie d'Alzheimer. Alors, l'interprétation des biomarqueurs va véritablement s'effectuer selon une échelle de prédiction, donc en fonction du nombre de biomarqueurs qui vont voir leur concentration en dehors des valeurs de référence. Donc, on pourra utiliser le score d'Erlangen. Et au plus ce score est élevé, au plus le nombre de biomarqueurs anormaux est important et au plus la pathologie d'Alzheimer sera probable. Alors, au niveau des paramètres préanalytiques, donc ça c'est très important, donc je vous ai repris ici une table qui a été publiée dans une revue très récente qui est excessivement bien faite et qui reprend les points les plus importants pour les paramètres préanalytiques. Alors, il faut tout d'abord éviter les ponctions lombaires traumatiques. Et donc là, on préférera utiliser donc, des aiguilles 25G plus fines que des aiguilles 20G. Alors, quel est le problème finalement avec une ponction lombaire traumatique? Eh bien, si les concentrations en biomarqueurs sont plus élevées au niveau du sang, on risque d'avoir une élévation artefactuelle. Et pour la protéine PETO et Tau, en fait, ce sont des protéines qui vont pouvoir être finalement dégradées par des protéases qui seront libérées par les éléments figurés du sang. Et donc, si vous avez une ponction lombaire traumatique, vous avez un risque de sous-estimer votre protéine PETO et Tau, et à ce moment-là, de passer à côté d'un diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Alors ça, je vais insister là-dessus, mais il est absolument nécessaire d'utiliser des tubes en polypropylène adéquats, de faible volume, donc de 2 millilitres. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a été démontré que le peptide 1,42 et 1,40 s'absorbe beaucoup sur sur les tubes en plastique et les tubes en verre. Et vous voyez que le pourcentage de décroissance est assez important puisqu'il oscille entre 25 à 16%. Et donc, c'est pour cette raison qu'on demande vraiment de standardiser les prélèvements. Et donc, en fait, la collecte du LCR doit se faire directement dans ces prélèvements adéquats. Alors, au niveau de la stabilité, donc la protéine PETO et Tau seront quand même plus robustes, mais donc on va retenir les paramètres préanalytiques qui finalement sont définis donc, en fonction des paramètres les plus sensibles préanalytiquement. Et donc, ce sont des biomarqueurs qui vont être stables 24 heures à température ambiante. Donc, dans le cas de sous-traitance, il n'y a pas de souci. Si c'est pendant les heures ouvrables, vous pouvez envoyer le prélèvement à température ambiante. Maintenant, au-delà de 24 heures, ou alors lors d'un envoi, par exemple le vendredi, il faudra penser à congeler le prélèvement.
À moins 80, on a une stabilité de 10 ans, ce qui est relativement intéressant lorsque vous shiftez de méthode et que vous voulez vérifier vos valeurs seuil. Et en ce qui concerne les cycles de congélation-décongélation, on a fatalement un impact beaucoup plus marqué sur le paramètre qui est le plus sensible. Et donc, on accepte maximum 2 cycles de congélation-décongélation. Alors, pour les paramètres analytiques, donc, il est vraiment recommandé de ne pas transposer les valeurs seuil qui ont été publiées dans la littérature, donc même si les techniques sont identiques. Donc, il faut vraiment réétablir ces valeurs seuil donc, sur base de l'étude d'une population locale. Et ici, je vous ai repris donc, les résultats de l'imprécision interlaboratoire, donc, qui a été évaluée sur base de l'analyse du contrôle de qualité externe, donc, qui est réalisée par l'association des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer. Et donc ici, vous avez les différents tests qui permettent la quantification du peptide 1,42 avec les différentes distributions pour les contrôles de qualité externe. Et vous voyez que selon les techniques, eh bien, les CV interlaboratoires peuvent être parfois très importants, même pour une même technique. Donc ici, ces CV importants, ils peuvent être à la fois expliqués par le côté analytique et à la fois par le côté préanalytique, puisque ce peptide est excessivement sensible. Alors maintenant, je vais vous parler donc, de la vérification de la méthode donc, qui a été réalisée avec les différents objectifs. Donc c'est quelque chose qui nous a pris pratiquement 2 ans et demi parce qu'il a fallu régler pas mal de choses. Donc la première chose qui a été faite, c'est d'harmoniser les conditions préanalytiques donc sur tous les sites qui réalisaient des prélèvements de liquide céphalo-rachidien donc pour des suspicions de maladie d'Alzheimer. Donc on a commencé par harmoniser ces prélèvements à l'hôpital Bruckmann, puis au CHU, puis à l'hôpital Erasme et enfin à l'hôpital Saint-Pierre. Et donc les différents neurologues qui peuvent réaliser les ponctions lombaires récoltent directement donc, le LCR dans un tube adéquat dont les références donc, seront envoyées donc, au laboratoire qui souhaiterait finalement nous envoyer ces analyses en sous-traitance. Ensuite, donc, on a réalisé la vérification de la méthode sur le Lumipulse G600, donc avec une évaluation de la répétabilité et de la précision intermédiaire. En janvier, pardon, là je me suis trompée, mais en janvier 2021, donc on a pu acquérir donc, le Lumipulse G1200, donc on a continué les investigations sur cet automate. Donc on a continué donc, la corrélation avec le laboratoire des cliniques universitaires Saint-Luc. On a également prolongé donc, l'évaluation de l'efficience diagnostique pour pouvoir établir nos propres valeurs seuil. Et enfin, tous les contrôles de qualité externe ont également été évalués pour déterminer l'exactitude de notre méthode. Étant donné qu'il n'y a pas dans la littérature donc, de valeur sur la variabilité biologique intra- et interindividuelle pour ces biomarqueurs qui sont mesurés sur du liquide céphalorachidien, eh bien, nous nous sommes fixés donc, un objectif avec une erreur totale optimale fixée à 20%, une imprécision et un biais inférieur à 7,5%. Donc ça, c'était vraiment les valeurs optimales. Alors, pour ce qui concerne donc, la répétabilité, vous voyez que ça a été effectué par 10 passages. Donc, on a des CV qui sont tout à fait conformes. Pour la fidélité intermédiaire, on a réalisé entre 10 à 14 passages avec, dans l'ensemble, des CV qui étaient excessivement bons. On avait un CV un petit peu limite pour l'amyloïde 1,40 que l'on a accepté, puisqu'on avait une limite qui était fixée à 7,5. Alors, au niveau des résultats de la comparaison interlaboratoire, on a simplement confirmé ce qui est très bien décrit dans la littérature, à savoir la variation interlaboratoire pour une même technique qui peut être parfois importante et qui nécessite de réévaluer l'efficience diagnostique. Donc ici, vous voyez que vous avez pour la protéine tau un biais à moins 20% avec une forte variation des différences des résultats. Pour la protéine PETO, on avait un biais qui était acceptable, mais quand même 2 outliers. Pour le peptide 1,42,
on avait le biais le plus important, mais donc ça c'est logique puisque préanalytiquement c'est le paramètre qui est le plus difficile à contrôler. Et étant donné que le peptide 1,40 donc est le dernier petit arrivé donc au niveau du marché, à ce moment-là, eh bien, il n'était pas disponible pour pouvoir réaliser une comparaison avec un autre laboratoire. Et donc, c'est pour cette raison que pour compléter la vérification de notre méthode, eh bien, nous avons réalisé une comparaison inter-instruments entre le G600 et le G1200 sur 10 échantillons. Donc, vous voyez que les résultats sont tout à fait acceptables pour la protéine tau. Pour la péto, nous avons mis en évidence un biais que l'on est en train d'investiguer. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire, il y a pour l'instant aujourd'hui, donc il y a un lavage complet des 2 automates qui est réalisé avec un passage de contrôle de qualité externe, donc pour vérifier que notre méthode sur le G1200 est exacte et que l'on peut identifier donc une bonne corrélation entre les 2 automates. Pour le 1,42 et le peptide 1,40, eh bien, on a obtenu également des biais qui étaient acceptables. Alors, comme c'est recommandé donc, dans la littérature, eh bien, nous avons réévalué l'efficience diagnostique donc, par analyse de courbe ROC et détermination des aires sur la courbe, qui vont nous permettre d'évaluer l'efficience diagnostique de ces différents biomarqueurs. Alors, on a pu collecter finalement une population totale de 60 patients. Alors, les critères qui ont été utilisés comme gold standard pour pouvoir séparer notre population de patients atteints de démence liée à la maladie d'Alzheimer et atteints de démence liée à d'autres processus, eh bien, nous sommes basés sur les résultats du testing neuropsychologique, également du MMSE. Sur les résultats d'imagerie, donc le plus souvent, c'est des techniques de RMN classiques qui étaient réalisées et sur base de l'évaluation clinique et également des biomarqueurs. Et donc, pour pouvoir séparer et stratifier notre population, bien, nous sommes basés sur la conclusion du neurologue. Alors, malheureusement, on a 7 patients qu'on a dû exclure de cette cohorte puisqu'on avait soit une absence de conclusion, soit une perte de vue. Parmi les patients qui avaient d'autres diagnostics pour des syndromes démentiels, eh bien, on avait des patients avec des polyneuropathies démyélinisantes, des scléroses en plaques, des démences frontotemporales, des démences à corps de Lewy, liées à un éthylisme chronique, des démences vasculaires et des syndromes parkinsoniens atypiques. Donc là, on avait 35 patients et on a pu inclure donc 16 patients avec une confirmation du diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Alors ici, vous avez un tableau donc récapitulatif donc, qui vous reprend les aires sous la courbe et par conséquent donc l'efficience diagnostique des différents biomarqueurs, mais également des différents rapports que l'on peut utiliser pour augmenter l'efficience diagnostique. Donc ça, ce sont les résultats du LHUB avec à chaque fois le nombre de patients investigués. Donc vous voyez que en gros, eh bien, effectivement, ça se confirme, la protéine péto a l'air d'être plus efficiente que la protéine total tau isolément. Et vous voyez également que le rapport 1,42 sur 1,40 permet d'obtenir une meilleure efficience diagnostique par rapport à la détermination du peptide 1,42 isolément. Donc vous voyez que les résultats que l'on a obtenus donc, sont relativement comparables donc, aux résultats des autres auteurs et des autres études. Et donc, en fait, cette différence donc, en termes d'efficience diagnostique, elle peut s'expliquer par finalement le choix de la population contrôle, puisque certains auteurs ont décidé d'inclure dans leur groupe contrôle donc, des patients qui avaient une ponction liquide céphalorachidien pour d'autres conditions qu'un syndrome, l'évaluation d'un syndrome démentiel. Et donc, ça a pu favoriser l'apparition d'un biais au niveau des résultats. Alors voici maintenant donc, les valeurs seuil que nous avons réévaluées donc, dans cette population, dans cette étude locale. Donc, vous voyez que les résultats des valeurs seuil donc, sont très proches de celles qui sont publiées dans la littérature. Donc ici, je vous ai remis donc, les 2 grandes études qui ont été réalisées par la firme Fujirebio, qui incluait quand même un nombre non négligeable de patients, avec 103 patients inclus dans la première étude et 99 patients inclus dans la deuxième étude. Et ici, vous voyez que la stratification des patients
s'est effectué, donc, comme notre étude locale, à savoir sur la conclusion finale du neurologue sur base des résultats d'imagerie, des tests neuropsychologiques et des résultats des biomarqueurs. Et ici, par contre, dans cette étude-ci, l'établissement des seuils a été effectué donc, sur base d'une imagerie fonctionnelle donc, qui utilisait un traceur qui avait une haute affinité pour les plaques amyloïdes. Alors, au niveau des conclusions, donc, en fait, quand on voit l'évolution du diagnostic de la maladie d'Alzheimer, eh bien, on a une amélioration ces dernières années. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a amélioré finalement le diagnostic des autres syndromes démentiels par une amélioration surtout des techniques d'imagerie, avec possibilité de réaliser des mesures volumétriques de certaines zones du cortex cérébral. Comme je vous ai dit, donc, les résultats d'efficience diagnostique peuvent être variables selon les études pour les différents biomarqueurs. Donc ça peut s'expliquer par les techniques qui sont différentes et également au niveau des critères qui ont été utilisés pour établir le groupe contrôle. Étant donné que finalement ces biomarqueurs sont demandés chez des patients pour lesquels on évalue une altération de la fonction cognitive, ça nous semblait logique d'utiliser un groupe contrôle qui présentait des altérations cognitives. Pour les résultats de l'étude locale, donc nous avons démontré et confirmé ce qui est publié dans la littérature, à savoir que la protéine P-tau est plus spécifique que la protéine tau. La protéine 1,40 est non discriminante, mais elle permet de calculer un rapport qui lui présente une meilleure efficience diagnostique que la mesure du peptide 1,42 isolément. Alors, au niveau des aspects pratiques, donc on va démarrer très prochainement l'analyse de ces 4 biomarqueurs sur du liquide céphalorachidien. Et donc, dès l'instant où nous serons prêts, une lettre externe va être envoyée au laboratoire sous-traitant qui reprendra donc les valeurs seuil, également donc les conditions préanalytiques qui devront être respectées rigoureusement. Et donc, au niveau du prix, eh bien, ce sera de l'ordre de 50 € par biomarqueur. C'est malheureusement donc 4 analyses qui ne sont pas remboursées par l'INAMI. Voilà, donc je voulais remercier donc, tous les technologues du Core Lab donc, qui ont participé à ce travail donc, qui a quand même été relativement long. Également Cécile Duterme, donc, qui est cadre scientifique et qui est toujours fortement impliquée dans toutes les vérifications de méthode. Et enfin, donc les 3 postgradués qui ont participé à ce travail, avec Valérie Dauby, qui a travaillé dans un premier temps avec moi pour l'harmonisation de tous les paramètres préanalytiques dans les différents services de neurologie. Philippe Akiki, qui a beaucoup travaillé donc, sur tout ce qui était évaluation de la répétabilité et de la précision intermédiaire. Et enfin, Élise, qui a super bien contribué avec passage de tous les échantillons patients. Elle a également réalisé la corrélation entre le G600 et le G1200 et elle a également, été très utile pour le passage des contrôles de qualité externes. Donc, merci à toutes ces personnes. Et enfin, j'ai juste repris 2 petites slides donc, sur les traitements, parce que c'est probablement une question que je vais avoir dans la discussion. Alors, quels sont les traitements finalement qui sont disponibles pour traiter cette maladie d'Alzheimer? Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de molécules sur le marché. On a les inhibiteurs de cholinéstérase qui ont des effets très modérés sur le déclin cognitif et qui malheureusement ont beaucoup d'effets secondaires. Donc voilà, pour l'instant, c'est la seule chose qui est disponible. Et alors, il y avait beaucoup d'espoir sur un nouveau traitement qui est l'aducanumab, qui est un anticorps monoclonal donc, qui cible les plaques amyloïdes et dont les premiers essais cliniques ont été démarrés en 2015. Donc, il y avait plein d'espoir sur cette nouvelle molécule. Malheureusement, la FDA donc, comptait le mettre sur le marché en mars 2021. Et en novembre 2020, il y a un comité d'experts qui ont été convoqués par la FDA et qui n'ont pas du tout été finalement, comment est-ce qu'on pourrait dire, convaincus par l'utilité de ce médicament et des résultats surtout des études cliniques. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.